la météo avec Akenogaz. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver cette nuit. La brume humide sera répandue sur l'ensemble du territoire national. On relève une forte fréquence de vent qui va certainement ramener des pluies dans des régions spécifiques. Au niveau des températures, elles sont connues et communes. Comme hier, on aura des températures allant de 17 à 32 degrés, des variations allant de 20 à 22 au centre et un écart d'1 degré dans la région de l'Est qui ira de 21 à 22. Et dans les précisions, je vous dirige au nord-ouest. Cette nuit, toutes les villes seront arrosées, exception faite à Kambé. Demain matin, seule la ville de Bamenda connaîtra encore les bienfaits de la pluie. Par la suite, nous allons faire un tour à l'est. Ici encore, on a des pluies dans 2 villes spécifiques, Bertoua et Abomban. Demain matin, on aura un temps calme à Batouri, à Bomban et à Yokadouma. Nous terminons avec la région du sud également. On retrouve des averses dans toutes les villes cette nuit et demain matin, un temps mitigé. Une partie de la région sera arrosée et une autre sera plutôt calme. Et alors, pour se protéger les autres du coronavirus, lavez-vous régulièrement les mains, toussez dans le coude et en cas de symptômes, appelez le 1510. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La réponse du gouvernement face à la détresse des filières du transport et de l'hôtellerie en but au Covid-19. Le Premier ministre chef du gouvernement écoutait les doléances de ces syndicats ce mardi à l'immeuble Étoile. Les promesses gouvernementales en tête de ce 20h30. La réponse du chef de l'État face à la détresse des populations à la base, le don spécial de matériel et de produits du président de la République est en route ce mardi vers les 360 arrondissements. Le départ de Yaoundé est raconté dans ce journal. La réponse du gouvernement aux 8 766 agents publics en position irrégulière, il faut s'expliquer d'urgence avant la phase du contentieux. Étape ultime du comptage physique de ces personnels, c'est à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Des propositions urgentes pour sauver les filières des transports et de l'hôtellerie des effets de la crise du coronavirus. C'est là l'engagement du gouvernement ce mardi au terme des audiences accordées aux opérateurs de ces secteurs par le Premier ministre, chef du gouvernement. L'essentiel des échanges entre Joseph Dione Ngouté et les syndicats, c'est dans ce reportage de Laurentine Bekono à l'immeuble Étoile. C'est un gouvernement qui a leur cause que sont venus rencontrer ce mardi à l'immeuble Étoile les syndicats de l'hôtellerie et des transports. Le 16 avril 2020, dans sa déclaration au terme d'une réunion d'évaluation du plan gouvernemental de riposte au coronavirus, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, faisait état de la préoccupation des pouvoirs publics. Le gouvernement a pris la pleine mesure des difficultés auxquelles sont confrontés certains secteurs essentiel de notre économie du fait de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du Covid-19. Je pense notamment à celui des transports ou encore à celui de l'hôtellerie-restauration. Fort de ce soutien anticipé, les transporteurs ont décidé de s'en tenir à l'essentiel. Ils demandent que le gouvernement leur accorde la 3e place dans la banquette arrière des taxis, une distribution massive des cache-nez et, si possible, un geste du gouvernement. Qu'on ne mêle pas les transporteurs à la politique, laisse-t-il entendre. Le secteur des transports est l'un des secteurs les plus touchés aujourd'hui. Ce n'est pas le seul, il y a d'autres secteurs. Mais comme nous sommes dans ce secteur, nous sommes obligés de porter les revendications des camarades. Faut-il le rappeler, les transports sont d'une importance capitale dans le développement économique et social du pays. Qu'il s'agisse du transport par air, par route, par rail ou par mer, il représente 70% environ de l'économie et contribue à la construction du produit intérieur brut. Quant au secteur de l'hôtellerie, il est frappé de plein fouet. La fermeture des frontières
sanitaire impacte l'activité touristique, ralentit le voyage des affaires et affecte significativement le fonctionnement des restaurants et des hôtels. Plus de 30 ont été réquisitionnés, soit près de 650 millions de francs CFA à payer pour confiner les compatriotes venus de l'étranger. Le secteur attend donc logiquement que l'État compense le manque à gagner. Il faudrait que nous puissions être accompagnés sur des pans de notre activité qui relèvent de la fiscalité, qui relèvent de la relance, parce que malgré le fait que nous soyons en crise grave de cette pandémie, il faut avoir l'espoir de repartir. L'auditorium de l'immeuble Étoile, retenu pour cette audience générale, en dit long sur la nécessité pour le gouvernement de respecter et de faire respecter les mesures de distanciation sociale et symboliquement de se mettre à l'écoute des partenaires sociaux. Il faut dire qu'au-delà de ces deux filières, plus globalement, le gouvernement prépare maintenant des mesures de soutien aux entreprises et aux ménages camerounais. Ce sera au terme de l'enquête d'évaluation actuellement menée par l'Institut national de la statistique sur un échantillon de 1000 ménages et de 500 entreprises. Voici les explications dans ce reportage de Cyril King-Mbépé. Voici à l'ouvrage l'un des enquêteurs commis par l'Institut national de la statistique. À 11h15 ce mardi, il est au 4e contact avec un des ménages ciblés. Allô? Oui, donc si vous êtes disponible, on va commencer l'interview. Le questionnaire est bien organisé et porte sur les conditions de vie du ménage ou de l'entreprise suite au Covid-19. Dans WhatsApp ou Internet, pour tout questionnaire, en entrée, il y a un message qui est communiqué à la cible pour qu'elle sache très bien qu'il a en face un représentant de l'État à travers l'Institut national de la statistique. De la qualité des résultats dépendront la qualité des interventions de l'État. Face aux conséquences de cette pandémie, le gouvernement et ses partenaires entendent aller plus loin. 2 semaines, c'est la durée de cette opération pour des réponses adaptées aux besoins réels des Camerounais. Nous avons des typologies des langues qui sont utilisées et dans les équipes que nous avons sélectionnées et formées, nous avons des capacités pour pouvoir répondre à une personne qui ne pourra parler que le pidgin, le bororo. Ces gens-là ne doivent pas se sentir exclus. Le directeur général de l'économie au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire supervise aux côtés des cadres de l'INS cette opération. La riposte camerounaise face au Covid-19 étale avec les mesures de soutien attendues toute sa dimension. Le système bancaire n'est pas épargné par les effets pervers du Covid-19 sur l'économie. Et pour soutenir les banques dans la sous-région Afrique centrale, la BEAC leur propose 250 milliards de crédits de financement à un taux réduit de 3,25%. Mais curieusement, ces banques-là ne se pressent guère à ce guichet de refinancement à la BEAC. Elles préfèrent entrer dans une frilosité susceptible d'amener la récession dans la sous-région. Qu'est-ce qui se passe donc dans ces banques-là ? Question ce soir à Lucrèce Mbenga. Face au ravage du Covid-19 sur l'économie réelle, la Banque centrale a actionné le levier monétaire. Mise à disposition des liquidités, baisse du taux d'intérêt. Le Prefsemac a passé ses écritures au vert. C'était le 28 mars à Brazzaville. Donner acte à la BEAC du relèvement par elle du niveau d'injection de liquidités dans le système bancaire sous-régional à hauteur de 500 milliards de francs CFA. Sauf que les banques commerciales ne se bousculent pas devant les guichets de la Banque centrale. 32 milliards de francs CFA achetés sur les 250 milliards de liquidités mises à disposition à un taux d'intérêt de 3,25 au lieu de 3,50 pratiqués. Les banquiers ont leur raison. Les premières entreprises touchées par la crise sanitaire actuelle sont les grandes entreprises. Et naturellement, ces entreprises-là ne sont pas vouées tout de suite à développer leurs investissements. Les banques, même si elles le souhaitaient, ne sont pas en réalité en capacité de développer le crédit.
Et pourtant, certains besoins en financement sont réels, même par ces temps de Covid-19. Je prends même simplement le cas des marchés publics. Mais il n'y a pas plusieurs banques qui peuvent vous faire du refinancement. Mais il y en a qui m'ont dit qu'il faut que je dépose les garanties par rapport à ça. Les couturiers, notamment qui fabriquent les masques, les pharmacies, elles ont besoin des stocks suffisants pour pouvoir couvrir le marché. Les banques commerciales brandissent alors l'argument de la préservation des liquidités. La situation actuelle va amener les épargnants à retirer des sommes conséquentes sur leur compte, soit pour s'alimenter, soit pour constituer des stocks de sécurité sur d'autres espaces qu'ils estiment plus sécurisés. Et donc, les banques ayant l'obligation d'assurer de façon systématique la disponibilité des valeurs monétaires, notamment à travers les guichets automatiques et leurs propres guichets, sont tenus d'avoir cette disponibilité en liquidité. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les ressources qui ont été mises à la disposition par la Banque centrale. En clair, les risques systémiques actuels ne laissent pas beaucoup de place au financement de l'économie réelle. Un acte qui compte dans cette mobilisation tous azimuts pour stopper le Covid-19, le don du président de la République des produits et matériels médicaux fait route en ce moment même vers les régions. Le don spécial d'une valeur de 2 milliards de francs CFA est destiné aux 360 arrondissements pour une riposte de proximité. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a donné le top du départ la caravane ce mardi à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Le reportage là-bas, Séverin Alégambélé. Au départ du don spécial du président de la République à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, le convoi automobile est à l'image des éléments constitutifs et surtout de la vocation humanitaire du don. La cible, indique le ministre de l'administration territoriale, c'est davantage les maillons plus faibles dans le combat contre le Covid-19. Le chef de l'État a pensé que pour tordre le cou au coronavirus, pour limiter la propagation du coronavirus, il fallait contenir le coronavirus au niveau des arrondissements. Et si le virus est contenu et maîtrisé au niveau des arrondissements, il ne peut pas monter au niveau central. Et pour encourager les mesures barrières, il a donc doté chaque arrondissement de tout le nécessaire pour, n'est-ce pas, assurer une bonne riposte. À l'intérieur des camions, en route pour les chefs-lieux de région, il y a des appareils d'assistance respiratoire, des kits de tests rapides, des masques de protection, des outils pour le lavage des mains. Nous avons des équipes de la direction de la protection civile qui ont été déployées dans les 10 régions. Et ces équipes vont travailler avec les autorités administratives, notamment les gouverneurs d'abord, pour tracer les itinéraires. Et les équipes iront dans tous les départements. Et au niveau du département, le préfet va organiser le dispatching dans les arrondissements. Le don spécial du chef de l'État sonne comme un appel à la générosité nationale, sans exclusif. Le chef de l'État a mis en place une politique de riposte qui est efficace et cette politique est pilotée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et nous en appelons à toutes les bonnes volontés, ceux qui ont les idées, qui ont des choses à faire, qui veulent participer à cette grande lutte contre le coronavirus. Ils vont rencontrer le premier chef du gouvernement qui pilote le projet. Ils pourront également avoir voix au chapitre. En raison des entraves à la mobilité interurbaine, la répartition des produits et matériels médicaux se fera ce vendredi dans tous les chefs-lieux de région. Et voici ce qui fait débat au Cameroun ce mardi. La question de l'efficacité de la médecine traditionnelle dans le traitement du Covid-19 divise l'opinion. Malgré les annonces de guérison à l'île de Madagascar et plus près de nous, ces découvertes annoncées par le monseigneur Samuel Cléda à Douala, les scientifiques demeurent très réservés et même très sceptiques. Que peut donc la pharmacopée traditionnelle? Regard croisé dans cette enquête de Martine Noël Dengue. La nouvelle est tombée, tel un soulagement.
Monseigneur Samuel Cléda a trouvé un remède naturel contre le Covid-19. Comment ne pas y croire, surtout que ça vient d'un homme de Dieu? C'est quelqu'un qui fait ça depuis. C'est vrai, puisque j'ai des cas. Quelqu'un était Corona++, il s'est mis à prendre ces choses, le gars est nickel aujourd'hui. Une pilule qui ne passe pas chez les médecins pour qui la médecine n'est pas témoignage, mais preuve. Il faut qu'il en apporte la preuve des tests sur ces personnes, parce que s'il a soigné des symptômes, qu'est-ce qui lui donne la preuve qu'il soignait le coronavirus? Pourtant, les adeptes de cette science persistent et signent, ça marche. Pour qu'une personnalité de cette envergure se lève pour dire qu'il a trouvé une solution, il faut bien qu'il ait fait quelques essais biologiques préliminaires qui sied aux alicaments. Donc, plutôt que de la battre, des gens peuvent dire qu'on va utiliser ces formules pour faire beaucoup plus d'essais poussés, parce qu'il faut beaucoup plus de moyens pour faire encore plus d'essais. L'autre véritable problème avec la médecine traditionnelle, selon les disciples d'Hippocrate, c'est au niveau de la pratique. Quand on parle de médecine traditionnelle aujourd'hui, chaque élaboriste vient avec sa coction de feuilles et de sauces, de machin, qui dit voilà, vous allez prendre ceci. Les compositions ne sont pas clarifiées. Les risques pour le malade ne sont pas déterminés. Malgré la situation de crise dans laquelle nous sommes, on ne peut pas s'interdire de réfléchir de manière rationnelle. Je pense que lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse d'égal. Dans la plupart des cas, c'est de ça qu'il est question, entre ceux qui appliquent la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Au milieu de la balance, quelques modérés. Aujourd'hui, on peut soigner le Covid. On ne va pas dire qu'on ne peut pas le soigner et qu'on refuse tout parce que nous voulons être occidentaux. On a même vu que quand vous allez déjà en RIA, c'est la cata. Il faut agir avant que le cas ne se complique. Tout ce qui importe à la fin, c'est de venir à bout du Covid-19. D'ailleurs, le ministre de la Santé publique n'est pas resté insensible aux trouvailles de Madagascar et de Monseigneur Samuel Cléda. Traitements efficaces ou simples placebos. En tout cas, les produits traditionnels sont de plus en plus recherchés par les populations dans le traitement ou la prévention du virus mortel. Allons donc voir la ruée vers la médecine traditionnelle dans la région de l'Ouest. Retrouvons Poli Wafo. Des marchés à Bafoussam ayant désormais de la côte, on a des épices, le gingembre et l'ail, 2 fruits, le citron et le limon, et enfin du miel. On a réfléchi sur le base qu'on dit que ça apporte les palus, le corps violent, le violon mal de tête et aussi la toux. Bon, on a plusieurs mélanges qui combattent la typhoïde, les palus du sang, les fatigues générales, la toux, l'asthme. Bon, quand on prend ces composés... Soigner les maladies des ongles, même les nerfs, et c'est bien pour la santé aussi. La clientèle est constituée en majorité des dames. Celles-ci avouent en faire des décoctions pour une consommation familiale. C'est ce qui justifie l'augmentation du coût de ces denrées sur le marché. Avant, le sac était à 22 000, aujourd'hui c'est à 31 000. Donc nous sommes obligés de faire comme nous sommes en train de faire pour s'en sortir. Là, maintenant, il y a 80 000, tu vois un peu. Alors avant, c'était à 50 000, 70 000, maintenant c'est à 80 000. La croyance populaire quant aux vertus médicinales du mélange du miel au gingembre, à l'ail et au citron est même soutenue par les tradithérapeutes. Le mélange du miel et le citron peut soigner parce que quoi, le mélange du miel et le citron soulage traite régulièrement la toux, quel qu'en soit, quel genre de toux. Il convient tout de même de préciser que la toux n'est qu'un des symptômes du coronavirus, dont la meilleure des préventions demeure la mise en pratique des mesures barrières. Et les jeunes enfants alors, dans cette pandémie, on les définit comme des porteurs sains de la maladie du coronavirus. Mais que recouvre donc ce concept? Sont-ils contagieux? Peuvent-ils faire la maladie et dans quelles conditions? Quelques réponses d'experts, c'est dans cette enquête de Sidoine Monkam. Longtemps, on a beaucoup parlé des personnes du troisième âge comme sujet particulièrement exposé à la pandémie du Covid-19. À l'observation ici et ailleurs, aucune tranche d'âge n'est totalement épargnée. Question, les enfants peuvent-ils donc contracter la maladie? D'abord, il faut dire qu'elle attrape les enfants. On a bien dit qu'il y a quelques enfants qui vont développer. C'est comme pour les adultes. On aura quoi, 600% ont la maladie, on aura 80% des personnes
qui vont présenter, soit ils ne vont pas présenter des signes, soit vont présenter des signes très légers. On pense que c'est pareil pour les enfants et que peut-être chez les enfants, ce sera un peu plus. Le cas des enfants infectés est assez particulier en raison de l'absence de symptômes et ou de l'observation des signes très légers du coronavirus. Sont-ils donc des sujets asymptomatiques et contagieux? Les personnes qui ont le virus, même si elles sont asymptomatiques, sont contagieuses. C'est-à-dire que si elles ne respectent pas les mesures barrières, ces personnes sont vraiment dangereuses pour le reste de la communauté. C'est plus facile quand on sait qu'elles sont positives. Parce que là, on prend des mesures. Mais c'est ces personnes dont on ne sait pas la positivité qui sont beaucoup plus dangereuses. C'est pour ça qu'il est très important pour tout le monde de respecter les mesures barrières. Ce n'est certes pas très évident pour les enfants, mais eux aussi doivent respecter les gestes barrières. Que faire donc? Il ne faut pas les sous-estimer. C'est peut-être eux qui vont vous surprendre en vous disant « Maman, tu as oublié de te laver les mains quand tu es entrée ». Ça veut dire qu'il ne faut pas restreindre ces mesures aux petits en disant « parce qu'ils sont petits, ils ne vont pas comprendre ». Non, il faut leur dire à tout le monde ces mesures parce que sinon, ça ne va pas marcher. Si les cas d'infection demeurent moins élevés chez les enfants que chez les adultes, il y a néanmoins un dénominateur commun chez ces deux tranches d'âge. Seules les mesures barrières feront notre salut à tous. Le feuilleton de la semaine pour jeter un faisceau de lumière sur ces ouvriers de l'ombre, ceux-là qui sont mobilisés dans divers secteurs contre la pandémie. Ce soir, zoom sur les équipes d'accueil dans les hôpitaux, les personnels soignants engagés jour et nuit sur la ligne de front. Ils risquent quotidiennement leur vie pour sauver des vies. Leur seul bouclier, le strict respect des procédures et des mesures barrières. Regardez donc ce reportage de Franck Evina. En première ligne pour filtrer les entrées. Sur le front anti-Covid-19, les équipes d'accueil sont des sortes de postes avancés. Ici, c'est le poste du triage. Donc, lorsqu'un patient vient, il se lave d'abord les mains à l'entrée. On le screen et on l'interroge. S'il présente les signes Covid, on l'envoie en consultation chez le médecin Covid du jour. Leur mission est claire, empêcher que les hôpitaux ne deviennent des foyers de transmission de la maladie. Ici, à l'hôpital Jameau, 3 équipes de médecins et d'infirmiers se relaient tous les 2 jours dans cet exercice. Avec la réorganisation des itinéraires d'accès et de sortie, les gestes barrières s'imposent à tous. Il fallait instituer un système de triage à l'accueil de l'hôpital, de telle sorte que les malades qui sont soi-disant suspects ne se retrouvent pas facilement en contact avec ceux qui viennent avec d'autres pathologies. Au centre spécial de prise en charge de Lembe, l'unité d'accueil intègre des hygiénistes. Il y a, n'est-ce pas, une équipe de WASH qui est chargée d'orienter, n'est-ce pas, les patients dans des appartements déjà équipés. Les infirmiers et les médecins font les gardes de 72 heures, tandis que les WASH, qui sont à environ une quinzaine, font les gardes de 24 heures. La menace étant inhabituelle, il a fallu doter ces personnels de nouvelles connaissances à travers des formations. On a été briefé sur comment est-ce que la température doit être prise, quelles sont les valeurs qui sont supposées être normales, celles anormales. Nous avons été aussi briefés sur le port des équipements de protection. Un rôle clé dans un dispositif sanitaire où ceux qui sont aux avant-postes mènent l'assaut contre le virus avec les armes appropriées. Le point de la pandémie ce soir, 915 patients guéris du Covid-19. C'est le bilan publié ce mardi par les experts pour le briefing quotidien au centre des opérations des urgences de santé publique à Yaoundé. Pour d'autres nouvelles, je vous propose de retrouver Évariste Yanga, notre correspondant sur place au QG de Messa. Il est en compagnie de son expert. Bonsoir Évariste, c'est une bonne nouvelle de la progression de la guérison dans les cas de maladie du coronavirus encore ce soir. Bonsoir Adèle, c'est une progression qui nous rapproche vers la barre symbolique de 1000 personnes guéries du coronavirus Covid-19 au Cameroun.
On n'en est pas déjà là. Le chiffre, vous venez de l'indiquer, c'est 915 guérisons à la faveur de la progression marquée durant les dernières 24 heures. On a enregistré 110 nouvelles guérisons. L'a indiqué aujourd'hui le docteur Fané lors du point de presse quotidien. Nous recevons ce soir comme expert le docteur Nsiewe Natasha. Elle est médecin épidémiologiste d'intervention. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Avec vous docteur, on va faire le point sur le stade 2 du Covid-19 au Cameroun. C'est un niveau de progression de la maladie. Le stade 2 est une avancée spécifique du virus. À quoi renvoie spécifiquement ce niveau d'alerte? Merci. Donc le stade 2 actuellement nous renvoie à une propagation groupée. Donc, dans ce que nous appelons dans notre jargon donc, des clusters. Vous allez remarquer la répartition géographique actuellement. Les cas se retrouvent dans des grandes villes, dans des grandes circonscriptions où nous pouvons facilement les pointer. Quelles sont les mesures adaptées, les solutions trouvées par les autorités sanitaires locales? Donc les mesures à ce stade-ci, c'est limiter la propagation à travers, on le redit, les mesures barrières. Mais actuellement, nous sommes accompagnés dans le cadre de la décentralisation des comités territoriaux décentralisés qui nous accompagnent dans toutes les actions que nous avons menées au sein des communautés. Parce qu'il faut le dire, la propagation, on doit l'arrêter et ça commence dans les communautés. Dans quelle mesure la situation est-elle maîtrisable pour éviter un basculement vers un confinement total, par exemple? Il faut le dire, nous n'avons pas jusqu'alors parlé de confinement total au Cameroun. Donc, on se dit que le confinement total n'est pas la panacée. D'autres pays l'ont fait et rebroussent chemin actuellement. Et jusqu'à présent, nous prenons tout ce qui est mesures barrières, la prise en charge de nos cas et bien sûr accompagné par une coordination multisectorielle. Vers le pic, que signifie cette expression? Oui, le pic renvoie à une augmentation progressive. Dans l'histoire naturelle d'une épidémie, nous avons cette progression, une ascension des cas à laquelle on s'attend. Avec nos modèles, on a même fait des modélisations pour le coronavirus. Donc, nous attendons ce que les cas augmentent. Mais le but maintenant de nos actions, c'est de freiner cette augmentation-là. Merci docteur pour votre expertise au cours de ce 20h30. Adèle, vous évoquiez le cas des enfants juste avant le feuilleton tout à l'heure. Eh bien, les enfants ont été la préoccupation du docteur Fanny lors du point de presse quotidien au cours duquel elle dressait le bilan. Ces enfants sont les moins concernés par les soins intensifs, a-t-elle indiqué, et aussi ils sont les moins porteurs et ceux qui ont le moins été touchés par la contamination. Elle encourageait le docteur Fanny ainsi les parents à continuer de protéger ces enfants en leur faisant respecter toutes les règles barrières, le port du masque par exemple, et aussi toutes les mesures de confinement. Le centre des opérations des urgences de santé publique à Yaoundé, Évariste Yinga pour le 20h30. Évariste, merci au docteur Nsiewe Natasha et à toutes ces informations. Nous disons merci encore ce soir. Il faut noter que la prise en charge de la maladie va passer également à la vitesse supérieure. À Yaoundé, par exemple, les 2 centres spéciaux créés par le chef de l'État seront mis à la disposition du corps médical pour la prise en charge des malades du Covid-19 très bientôt. 275 lits sont prêts au stade militaire et 320 à l'ancien magasin Orca. Ce dispositif était évalué ce mardi par le ministre de la Santé publique. Les constats du docteur Manaouda Malachi, c'est dans ce reportage de Barbara Pajama. Une tournée pour marquer le pas de géant dans la préparation des 2 sites annexes de l'hôpital central de Yaoundé. Annexe numéro 1, fixée au stade militaire. Ici, les installations sont presque terminées. Sur les 275 places prévues, 150 lits sont déjà apprêtés et attendent d'éventuels occupants. Quand j'entends le bilan qui est fait sur le chantier, nous pouvons déjà avoir les premiers malades d'ici la fin de la semaine. À l'ancien Orca, dit annexe numéro 2, la capacité est plus conséquente. 320 places se préparent là, avec une grande salle de réanimation dotée de climatisation. Une semaine encore pour investir le centre spécialisé du stade militaire. Les responsables des lieux, déjà identifiés. L'ensemble du personnel, je l'ai demandé tout à l'heure,
le directeur de l'hôpital central m'a rassuré qu'ils sont déjà, n'est-ce pas, en formation. Ce qui veut dire qu'ils ont été identifiés, ils sont en train d'être formés et prêts à l'emploi dès le lendemain. Une offre technique à la hauteur de la demande, même si les souhaits des responsables de la santé sont nourris d'espoir. Si ça ne dépendait que de nous, qu'on ne les utilise pas. Et donc que la pandémie soit contenue pour qu'on n'ait pas à les utiliser. Mais bon, nous sommes en épidémie, il faut tout prévoir. Une expérience qui se matérialise au quotidien par des prises en charge rigoureuses des malades du Covid-19 de l'ensemble des pouvoirs publics. À Douala également, les travaux de sécurisation et d'aménagement des sites retenus pour ces centres spéciaux avancent. Le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Vahadibois, rescapé lui-même du Covid-19, effectuait ce mardi sa première sortie après la guérison pour une évaluation de ces sites. Retrouvons à Douala Alvin Baonganzier. La mine détendue, l'enthousiasme réaffirmé. Le gouverneur de la région du littoral est plus que jamais engagé dans la lutte contre le coronavirus. Les trois principaux sites visités que sont les logements sociaux de Yassa, l'hôpital La Quintini et le stade de Mbapelepe sont presque prêts pour accueillir les potentiels malades. Le gouverneur et sa suite ont pu apprécier l'activité sur les chantiers. Nous sommes satisfaits. Les problèmes d'eau et d'électricité ne se trouvent plus. Ça donne vraiment aux confinés de ne pas avoir l'impression d'être isolés. 400 places disponibles dans les bâtiments réquisitionnés sur le site des logements sociaux de Yassa, spécifiquement pour les confinés asymptomatiques qui suivront le traitement sur place. Le pavillon Samuel Kondo de l'hôpital La Quintini est paré à toute éventualité et 192 autres places sont en cours d'aménagement au stade de Mbapelepe. Victime de la maladie hier et guéri aujourd'hui, le gouverneur de la région du littoral est en mot de conseil. Continuons à observer les mesures qui sont prescrites. C'est mieux que nous puissions être solidaires, de ne pas stigmatiser qui que ce soit. Au moment où la ville de Douala se présente comme l'épicentre de la pandémie au Cameroun, avec 61 cas sur les 84 nouveaux cas de ce 28 avril, toutes les dispositions sont prises pour limiter les dégâts liés au Covid-19. Et justement, pour limiter les dégâts, comme vous dites Alvin, le port obligatoire du masque reste l'une des mesures barrières les plus efficaces et prescrites par le gouvernement. Il s'agit de barrer la voie à ce coronavirus. Malheureusement, le port du masque demeure le maillon faible dans cette chaîne de protection. De nombreux Camerounais continuent de le porter mal ou pas du tout, s'exposant et exposant ainsi les autres citoyens à une éventuelle contamination. Les constats de Igor Joël Abanda à Yaoundé. C'est devenu comme un effet de mode, le masque de protection contre le Covid-19 à même le menton ou sur le cou. Le cliché est récurrent dans les artères de la ville de Yaoundé. Moi, c'est tombé comme il fait tellement chaud là. Est-ce que vous n'avez pas peur au cours des risques d'attraper la maladie? Non, j'ai tellement peur. Peur jusqu'à peur. Peur à un niveau que moi, je ne comprends pas. Tout comme Mohamed et son passager, de nombreux Camerounais qui portent mal leur masque accusent alors l'inconfort de ces derniers. Pas facile de respirer avec le masque, surtout qu'on n'est pas habitué avec. Donc de temps en temps on retire pour pouvoir bien respirer et puis on le remet quand il le faut. Pour les acteurs du domaine de la santé, le mauvais port du masque présente alors un danger énorme de contamination. Le port de masque voudrait dire qu'il y a un grand risque de contagion. Qu'on le porte au niveau du cou ou bien qu'on le mette comme collier, dans ce cas, il y a toujours le risque de contagion. Le masque doit se porter au niveau du nez, couvrir le nez parce qu'en fait, la transmission se passe à travers les crachats et autres. Donc, une fois que mon interlocuteur ne porte pas son masque ou le masque est mal porté, ça accroît le risque de transmission. L'inconfort du port des masques de protection contre le coronavirus s'est réduit à la mauvaise qualité même de ces masques. Et pourtant, l'Organisation mondiale de la santé a défini des normes d'un bon masque contre le coronavirus.
Direction la région du Sud-Ouest où une réunion d'évaluation se tenait ce mardi à Boya sous la houlette du gouverneur Bernard Okalia-Bilaye. Voici le point sur la riposte gouvernementale sur le plan régional là-bas. C'est un reportage de Stéphane Tala. Les membres de la cellule de veille sanitaire du Sud-Ouest ont constaté avec regret l'augmentation du nombre de cas positifs du Covid-19. Face à cette situation, des recommandations ont été faites dans le cadre de la stratégie gouvernementale de riposte. Que le dépistage et la sensibilisation au pont de Mongo soit 24 sur 24, 7 sur 7. Et puis nous allons améliorer nos efforts en matière de recherche active des cas et puis en matière de testing. Le gouverneur du Sud-Ouest a surtout insisté sur l'intensification de la sensibilisation au sein des communautés. Bernard Okalia-Bilaye déplore l'implication des enfants d'âge scolaire dans les activités commerciales et les invite à rester à la maison pour suivre les cours dispensés via la radio et la télévision. Les personnels soignants ont été rassurés quant aux dispositions prises par le gouvernement pour les protéger. Il a été révélé au cours de cette réunion d'évaluation que dès la semaine prochaine, les prélèvements des patients suspects du Covid-19 seront analysés sur place au Sud-Ouest dans 2 laboratoires. Dans le littoral, le département du Nkam est désormais mieux armé pour faire face à la pandémie. Les populations des 4 arrondissements de ce département recevaient des kits de protection et des séances de sensibilisation sur les comportements à risque. Une initiative du député Samuel Motte, racontée ici par Rufin Kacham. Le Nkam, bien qu'il n'enregistre à ce jour aucun cas de Covid-19, pourrait changer de statut si les mesures barrières édictées par le gouvernement ne sont pas respectées à la lettre. Nous sommes surtout venus rappeler que la vie doit être ramenée à l'essentiel. Vous voyez très bien que les mesures qui nous sont demandées par le gouvernement, ce ne sont pas des mesures compliquées. Si l'on peut déjà se réjouir de la vigilance face au Covid-19 qui est de mise dans le département, le relâchement concernant les mesures édictées par le gouvernement est à proscrire. À notre niveau, on a annulé la plupart des réunions administratives et aujourd'hui, on fait que la réunion de sécurité pour évaluer la situation chaque semaine. Et c'est pour appuyer les efforts des 4 communes engagées dans la lutte contre cette pandémie que l'honorable Samuel Mout met à leur disposition des kits constitués pour l'essentiel de 5000 masques, de gel hydroalcoolique, des gants mais aussi de pulvérisateurs pour désinfecter les marchés et autres lieux publics. Valeur totale du don, 5 millions de francs CFA. La région du centre, plus mobile pour lutter efficacement contre le Covid-19, le gouverneur Nasseri Paul Béa réceptionnait ce mardi 14 véhicules, tous destinés à son territoire de commandement. C'est là un don de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en appui à la riposte gouvernementale. Le récit, François Bakary de CRTV Centre. À l'esplanade des services du gouverneur du centre sont garés 14 véhicules, toutes marques confondues, comme dans une exposition vente. Ces voitures sont destinées à l'appui des pouvoirs publics dans la riposte contre le Covid-19 dans le centre. Nous allons pouvoir programmer d'autres appuis au niveau de la région sanitaire du centre. Ces véhicules tout-terrain, double traction, aideront à mieux organiser la riposte sur le terrain. Les équipes doivent descendre dans la communauté pour investiguer. Donc c'est des moyens importants qui ont été mis à notre disposition et qui vont nous faciliter la tâche. En recevant ces véhicules, le gouverneur du centre a salué l'excellence des relations de longue date entre l'organisme unusien OMS et le Cameroun. Le centre avait besoin énormément de ces véhicules. Nous avons 10 départements aussi éloignés, aussi enclavés. Le besoin était énorme pour nous et on travaille 24 heures sur 24 heures. Les véhicules en question ont été loués pour une période de 3 mois. L'appui en carburant et la prise en charge des chauffeurs sont assurés par l'OMS. Je vous le disais en titre, dans l'opération de comptage physique des personnels de l'État,
C'est maintenant la phase du contentieux définitivement lancée en cette saison contre les 8 766 agents publics, ceux-là même qui ne se sont pas fait recenser ou dont le recensement a été invalidé. Ils doivent maintenant répondre à une instruction disciplinaire. C'est le dernier recours pour une éventuelle rédemption. Ils ont 30 jours pour répondre aux demandes d'explication adressées par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. D'autres précisions sur ces cas, c'est un reportage de Oswald Modon. Pour les 8 666 fonctionnaires concernés, c'est l'heure de vérité. Une autre occasion pour ces agents qui percevaient régulièrement des salaires sans pouvoir en justifier la légitimité de le faire. Nous avons, dans un premier temps, constaté leur absence irrégulière. Nous les avons convoqués également à travers divers supports de communication. Pour cette phase qui intervient en pleine crise sanitaire, l'on s'est entouré de toutes les mesures possibles pour sa faisabilité. Nous avons mis sur pied toutes les facilités communicationnelles par le biais des TIC. Nous avons mis sur pied des systèmes qui permettent de gérer cette situation à distance. Mais jusqu'ici, moins d'une centaine d'agents sur les 8 766 se sont déjà signalés, malgré des salaires suspendus depuis plus d'1 an maintenant. Jusque-là, il n'y a pas un très grand engouement, ce qui est un peu étonnant. En principe, celui qui n'a pas son salaire, il devrait courir. Le sort définitif de ces agents indélicats sera scellé par le Conseil permanent de discipline de la fonction publique, l'instance devant laquelle leur présence physique sera cette fois indispensable. Il faut qu'ils viennent. Ils se présentent et au terme de ce travail qui est fait au niveau de l'instance, nous allons prendre les sanctions qui s'imposent. Mais en attendant, les différentes plateformes mises à contribution par le ministère de la fonction publique restent actives. En marge de cette opération qui s'étale sur un mois, la seconde phase des concours professionnels lancés en 2019 se poursuit, avec des euros en visioconférence consacrés à ceux des Camerounais retenus hors de nos frontières pour cause de crise de coronavirus. Allons dans le Mayo-Sava, c'est dans la région de l'extrême nord où la sécurité à la frontière Cameroun-Nigeria passe aussi par les comités de vigilance. Et pour renforcer leur action sur le terrain, ces groupes recevaient ce mardi du matériel roulant et de communication pour le système d'alerte précoce. C'est dans le cadre du projet dénommé Facilité régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad Fenêtre Cameroun, un projet que soutient le PNUD et le gouvernement camerounais. La cérémonie de remise de ces dons devant le gouverneur Midi Awa Bakari est racontée ici par Alexis Guidjartois. La région de l'extrême nord est encore sous la menace terroriste. Et pour renforcer davantage la sécurité, le Cameroun et ses partenaires dont le PNUD ont mis sur pied le projet Facilité régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad, Fenêtre sur le Cameroun. Et 3 mois après sa mise en œuvre effective, il marque ses empreintes. Du matériel roulant et des équipements de communication pour les localités du Mayo-Sava, frontalières avec le Nigeria, mais aussi beaucoup d'autres choses dans le pipe. Nous avons commencé officiellement la construction de 23 infrastructures publiques, essentiellement pour Amchide et Limani, parce que l'objectif reste l'ouverture du corridor économique entre le Nigeria et le Cameroun. Nous avons également commencé la formation des groupements agricoles avec l'aide du Minader. Il y a encore beaucoup d'activités qui nous attendent. Les destinataires des dons sont bien connus. Et pour les responsables, ils feront les effets escomptés. Ce matériel précisément concerne la sécurité. Il va directement au comité de vigilance. Il y a eu ici et là quelques incursions et quelques cas de kamikazes. Il est donc question de redynamiser ces comités pour permettre une intervention en temps réel. Les bénéficiaires appelés à en faire un usage judicieux comptent sur cet appui qui va s'étendre à toutes les localités frontalières touchées par l'insécurité, avec au bout une stabilisation de la région de l'extrême nord. Voilà qui met un terme à ce 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Irène Njanafuda et de Auguste Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit. Il sera présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Juste après ce journal, retrouvez le magazine que propose
Le ministère du Travail et l'OIT intitulé « Barrons la route du Covid-19 au milieu du travail, dans le monde du travail ». Voici, avant de nous quitter, ces messages de sensibilisation contre le coronavirus. Prenez soin de vous et très belle soirée sur la CRTV. Nous nous retrouvons demain, 20h30. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.